Alors, bonjour, je m'appelle Alissa Aubank, je suis directrice des opérations et de l'international chez EcoProd et je suis accompagnée d'Étienne qui enlève sa veste. Étienne Labroue, que je vais donc présenter moi-même, qui est réalisateur et coordinateur d'éco-production, membre fondateur de l'association Accept et avec qui nous travaillons régulièrement, notamment sur les formations aussi sur des guides que nous venons de sortir, dont on va vous parler dans un instant. Cet atelier va durer 30 minutes. L'idée, c'était qu'après que vous ayez pu découvrir un petit peu différentes solutions, différents outils dans la session des pitchs, juste avant, on vous redonne un petit peu les clés de comment est-ce qu'on structure une démarche d'éco-production pour être efficace et notamment permettre d'obtenir les financements qui sont en train de se mettre en place sur les sujets d'éco-production, notamment la prime RSE+. Un petit mot du coup juste pour vous présenter EcoProd. EcoProd, on est une association, on a été fondé en 2009 par différentes structures du secteur audiovisuel et cinéma. On travaille sur les sujets d'éco-production principalement. On a aujourd'hui 450 structures adhérentes, donc du cinéma, de la publicité, de l'audiovisuel et aussi de la radio. Et dans nos missions donc, d'accompagner la filière dans sa transition écologique, on joue un rôle de fédérer les différentes structures autour des sujets d'éco-production. On fait aussi beaucoup de formations auprès des professionnels et des étudiants. Et puis enfin, on a mis à disposition une boîte à outils gratuite avec un calculateur carbone, le label EcoProd, des guides, des études. Donc on va vous reparler un peu de tout ça. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur EcoProd, on a un stand juste devant. Et notamment, si vous voulez adhérer à l'association, l'adhésion se fait par entreprise. On n'accepte pas des personnes physiques. C'est uniquement des entreprises, des associations, des structures. Donc, mes collègues peuvent vous en dire plus juste dehors. Donc, pour lancer cet atelier, depuis quelques années, l'éco-production commence à se généraliser avec un peu un double mouvement. D'un côté, des institutions qui, comme le CNC, qui mettent en place des réglementations, des incitations, mais aussi des grands groupes comme les diffuseurs qui s'engagent et qui, du coup, entraînent leur chaîne de valeur dans cet engagement pour l'éco-production. Et puis d'un autre côté, on a aussi un engagement très concret du terrain, des professionnels qui changent leurs pratiques au jour le jour et qui viennent aussi beaucoup se former pour comprendre comment intégrer la notion d'éco-responsabilité dans leur métier. Aujourd'hui, l'éco-production, c'est quelque chose qui permet également d'obtenir des nouvelles incitations financières. Et donc, je vais passer la parole à Simon du CNC, que vous venez peut-être déjà de voir, mais qui va nous rappeler qu'est-ce que c'est la prime RSE+. Bonjour pour certains, désolé pour ceux qui étaient là et bienvenue à ceux qui n'étaient pas là. Donc effectivement, je vais représenter, mais de manière encore plus brève, la prime RSE+, qui est la nouvelle mesure incitative du CNC, qui est en vigueur depuis le 1er septembre 2025. Donc concrètement, la prime RSE+, c'est une aide forfaitaire de 28 000 € à destination des productions responsables. Elles peuvent être demandées par toute société de production qui porte un projet cinéma, audiovisuel, unitaire ou série. Il faut que le tout fasse plus de 60 minutes et que ce soit en fiction et en prise de vue réelle. L'idée, c'est vraiment de pouvoir engager les sociétés de production de toute échelle, de tout budget, sur des démarches RSE. Et donc, cette prime va passer par l'obtention du niveau 2 de l'AFNOR Spec 2308, qui est le référentiel de production responsable qui a été co-construit par le CNC, la DGMIC du ministère de la Culture et AFNOR, avec 130 professionnels, dont EcoProd était présent à tous les tours de table. Et donc l'idée, c'est d'avoir vraiment identifié des actions impactantes, à la fois en termes d'énergie et de mobilité, mais également en termes de parité, d'inclusion et de vie au travail, pour toutes les productions. Et donc, si vous obtenez cette certification de ce niveau 2 par un organisme tiers certificateur qui sera nommé par le CNC fin décembre 2025, début janvier 2026, vous pourrez demander 28 000 €. Vous pourrez obtenir 28 000 €. Et donc, l'idée, c'est que ça se fait en 3 étapes, très rapidement, parce que beaucoup de gens les ont déjà entendus. Mais donc, la première étape, c'est une déclaration d'intention auprès du CNC en amont des prises de vue, puisque la plupart des mesures vont être nécessairement prises un peu en amont.
Ensuite, il va y avoir une deuxième étape qui est après l'obtention du visa ou du prêt à diffuser pour l'audiovisuel, la demande de certification auprès de l'organisme tiers indépendant. Et si vous êtes certifié, après l'obtention de l'agrément de production ou de l'autorisation définitive pour l'audiovisuel, il y a un dépôt de cette attestation auprès du CNC et le compte du producteur se verra verser 28 000 € pour l'œuvre pour laquelle il aura appliqué le niveau 2 du référentiel AFNOR-SPEC. Pour toutes les questions plus pratiques, je laisserai les deux autres intervenants présenter. Et vous pouvez également, pour le CNC, venir nous voir. On est sur le stand à côté. On peut répondre à toutes ces questions. Et on a une synthèse du référentiel imprimé que vous pourrez lire. Merci Simon. Merci. Donc depuis que le CNC a annoncé cette prime RSE+, lors du dernier festival de Cannes, nos téléphones sonnent et les gens nous appellent en disant mais comment est-ce qu'on s'y met, comment est-ce qu'on peut obtenir cette prime. Je profite aussi pour vous dire qu'il y a d'autres incitations financières auxquelles vous pouvez accéder en mettant en place une démarche d'éco-production, notamment une dotation par Cofi Loisirs qui est de 20 000 € pour 5 projets par an, en obtenant le label EcoProd. Et donc aujourd'hui on voulait répondre à cette question: par où est-ce qu'on commence, comment est-ce qu'on se met à l'éco-production quand on ne sait pas par où commencer. Et donc ça va passer par 6 étapes: anticiper, comprendre, planifier, agir, mobiliser et valoriser. Et on va commencer par la première étape qui est aussi la plus importante, qui est d'anticiper, et je te laisse prendre la suite. On va partager la suite, je ne vais pas tout faire. Mais la première étape, anticiper, c'est à notre sens à tous, à tout EcoProd en tout cas, une des étapes les plus importantes. Et il se trouve que c'est à la fois l'étape la plus importante et à la fois l'étape qui est la moins, on va dire, respectée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mouvement très clair depuis longtemps pour dire on raccourcit les temps de préparation, il faut aller plus vite, les décisions se prennent très tard, même quand on est dans la préparation, toutes les décisions se prennent pas dès le début forcément de la prépa. Et ça, c'est pas du tout la bonne démarche. Donc il faut essayer d'anticiper au maximum. Et pour cela, EcoProd a développé différents outils. Donc il y a la fiche de lecture environnementale. Il y a 3 outils principaux, et évidemment, tu corriges à chaque fois, mais il y a 3 outils principaux auxquels je pense dans cette phase d'anticipation de la production. C'est la fiche de lecture environnementale, le guide de l'écriture responsable et le guide de l'éco-réalisation. Donc on va mettre un peu de côté le guide de l'écriture parce qu'on peut considérer qu'on est déjà au stade où on a déjà un scénario. Donc, mais on pourrait anticiper encore plus que ce que je vous dis en s'intéressant à l'écriture, évidemment. Et ça, je vous invite tous à le faire. Mais enfin, je pense que vous êtes déjà tous tout à fait au point là-dessus. Donc après, il y a la fiche de lecture environnementale et le guide de l'éco-réalisation. Ces 2 outils sont hyper importants à mon sens. Et même dans une optique, justement, dans une optique d'aller chercher des subventions, d'obtenir la prime RSE+, et tout ça. C'est pas simplement c'est pas simplement qualitatif, c'est aussi quantitatif. Donc moi je peux vous dire un mot plus précisément sur le guide de l'éco-réalisation que j'ai rédigé avec le concours de la SRF et évidemment le concours d'EcoProd. Le premier constat, c'était qu'en tant que réalisateur et coordinateur d'éco-production sur des projets, on se rend compte à quel point le réalisateur ou la réalisatrice a un pouvoir de nuisance terrible sur l'éco-production s'il n'est pas investi dans le projet, et qu'à contrario, c'est lui qui peut driver tout le projet et toute l'équipe vers... oui, c'est ça, je vois des gens qui acquiescent, mais vous avez raison, oui, on l'a tous vécu, qui peuvent tous faire driver tout le projet vers une éco-production de qualité qui est enthousiasmante pour toute l'équipe. Donc c'est un rôle très important. Et la deuxième raison aussi, c'est de dire très rapidement, c'est que il y a une façon, produire de façon responsable en polluant le moins possible. Aujourd'hui, c'est la moindre des choses, quoi. C'est-à-dire, il manquerait plus qu'on fasse pas ça. Enfin, pour moi, ça me paraît. Il y a une nouvelle contrainte qui est apparue en plus de celle du temps et de l'argent. C'est la contrainte environnementale. C'est une évidence. Et que on n'est pas hors sol. Les réalisateurs, les réalisatrices ne vivent pas dans un monde éthéré. Ils sont dans le monde dans lequel on est, nous, et donc ils sont exactement soumis aux mêmes contraintes. Donc ces contraintes
contraintes en font partie. Et en plus, c'est l'idée de mettre... Donc après, ça touche à l'idée de mettre dans ces films des messages qui soutiennent un mode de vie durable. Alors des fois, c'est pas possible. Et ce qu'on met en avant en priorité, c'est la liberté d'expression de tous. Donc il n'est pas question de tous et toutes, hein. Mais il n'est pas question d'entraver d'une façon ou d'une autre cette liberté d'expression. Néanmoins, il y a énormément d'actions qui peuvent être mises en place et qui ne se voient pas à l'image. Déjà, les coproductions, 70% des actions qu'on peut mettre en place ne se voient pas à l'image. Et après, pour les autres, si on veut aller un peu plus loin, on peut essayer effectivement de passer quand c'est possible, de passer des petits messages qui peuvent être simplement visuels ou un dialogue, c'est des petits détails, mais qui sont ensuite valorisés dans les outils dont on va parler après. Donc l'idée de ce guide de l'éco-réalisation, c'est de rassurer, dire que la liberté d'expression, on la respecte, que la majorité des actions ne se voient pas et que les coproductions n'entraînent pas forcément de surcoût. Et on va pouvoir voir ça aussi rapidement. Enfin, ça va être le sujet de ce qu'on va développer maintenant. Et puis, ça favorise la prise de conscience que si on veut pouvoir continuer à faire des films, l'artistique ne peut pas se tenir à l'écart des problématiques environnementales et que décarboner la culture, c'est la pérenniser. On n'a pas tellement d'autres choix. Et puis enfin, c'est un moyen de donner des outils pour les réalisateurs et les réalisatrices pour réfléchir et construire leur stratégie d'éco-production. Ça, c'est pour le guide de l'éco-prod. Et sur la fiche de lecture environnementale, on peut dire qu'il y a 6 critères, c'est ça ? C'est 5 ou 6 ? 6 chapitres. 6 chapitres qui déclinent avec... tu peux les... Du coup, l'idée de la lecture environnementale, c'est de se dire... quand on reçoit un scénario, en tout cas quand on travaille sur de la fiction, mais même dans d'autres genres, notre base de travail, c'est toujours l'écrit, c'est le scénario. Donc l'idée de cette lecture environnementale, c'est de se dire, la plupart des professionnels de notre secteur vont faire un dépouillement en fait, du scénario pour voir un petit peu, en déco par exemple, quels vont être les besoins. Et là, l'idée, c'est de faire la même chose, mais sur le volet environnemental. Donc c'est de lire le scénario avec ce que j'appelle des lunettes vertes, et donc de pouvoir anticiper dès la première lecture tous les enjeux des coproductions qui vont se poser. Est-ce qu'il va y avoir combien de lieux de tournage il va y avoir ? Est-ce qu'il va y avoir des lieux de tournage dans des pays étrangers ? Combien de membres de l'équipe vont être demandés, notamment est-ce que par exemple il y a des besoins en VFX ou en SFX qui sont importants, ce qui veut du coup demander plus de moyens matériels, plus de moyens humains et donc plus de déplacements. Combien de décors on va devoir construire ? Est-ce qu'il y a des tournages en milieu naturel ? Donc en fait on a vraiment décliné ça sous forme de questions pour vous aider dans vraiment une première lecture de déjà avoir les premiers, ce qu'on appelle les hotspots, donc vraiment les principaux impacts environnementaux, de pouvoir les identifier dès la première lecture. Après, on peut peut-être dire juste pour clore sur la première partie d'anticiper, c'est effectivement trouver un coordinateur d'éco-production. Et donc, EcoProd travaille à la mise au point et au développement d'un annuaire de professionnels qui est consultable par région, qui est consultable... c'est quoi les accès possibles ? Par spécialisation et par région. Spécialisation et région, voilà. Et ça, c'est effectivement, c'est à anticiper très tôt. En fait, l'idée, ce qu'on dit en fait là, c'est que même avant que le film rentre en préparation, c'est une bonne chose de demander à un spécialiste de l'éco-production de se pencher sur les thématiques qu'on vient d'aborder. Et si c'est fait sérieusement, ça ne peut que mettre le projet sur de bonnes rails pour après le développer de la manière la plus harmonieuse et efficace possible et aller chercher des subventions auxquelles on peut avoir droit. La deuxième étape, du coup, une fois qu'on a bien anticipé, 70% du travail est quasiment déjà fait. Ouais. Non, ça va être de comprendre. Donc là, on va rentrer dans plus de précision. Et donc là, par exemple, on va pouvoir faire un bilan carbone prévisionnel. Donc un bilan carbone prévisionnel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est comme faire un budget prévisionnel. On va se dire, OK, pareil, combien de kilomètres je vais devoir parcourir, combien de lieux de tournage je vais avoir, combien de personnes je vais avoir sur l'équipe, donc combien de repas je vais avoir. Et donc, pouvoir estimer l'empreinte carbone de son tournage pour, encore une fois, voir quelles sont les activités qui vont avoir le plus d'impact et où est-ce qu'on va devoir se concentrer pour réduire cet impact. Donc, pour faire ce bilan carbone prévisionnel, vous pouvez par exemple utiliser Carbon Club, qui est notre outil, qui est un calculateur carbone gratuit qui est homologué par le CNC.
Et puis, identifier les principales activités sur lesquelles vous allez devoir vous concentrer. Et ça va aussi vous permettre de vous familiariser avec cet exercice du bilan carbone, de savoir quelles données vous allez devoir collecter tout au long du tournage, puisque qui dit bilan carbone prévisionnel dit aussi bilan carbone définitif. Donc l'idée, c'est que le prévisionnel, vous le faites avant le tournage, et le définitif, vous allez le faire à la toute fin de la production avec les données réelles du tournage et de la post-production que vous allez devoir récolter tout au long. Et si je puis rajouter juste un petit détail sur le bilan prévisionnel, évidemment, il se fait tout au début, avec des estimations, enfin avec les estimations des productions qui ont déjà fait des films, voir à quoi ça peut ressembler, tout ça. Le définitif, je me permets juste de réagir là-dessus, ça se fait au fil de la production, parce qu'il y a des tas de données très différentes à rassembler. Et voilà, c'est une organisation, je pense que c'est bien de se dire que le définitif, il démarre en fait très tôt, et puis on le complète au fur et à mesure. Évidemment, c'est des bilans on peut revenir dessus. Tant qu'il n'est pas clôturé, on peut changer tout ce qu'on veut dessus. Donc on le complète, et puis on le recomplète, et on le recomplète, et on le recomplète. Donc voilà. Et l'autre outil, j'en dis un mot, du label. L'autre outil pour comprendre comment on va pouvoir agir, il y a le label EcoProd. Donc le label EcoProd, il permet, au stade où on en est là, de mettre en place les grandes lignes de sa stratégie. C'est-à-dire qu'on va descendre 85 critères d'éco-production qui permettent de donner un socle solide à sa stratégie. C'est-à-dire ça vient pas de nulle part. C'est des critères qui ont été établis, qu'on retrouve d'ailleurs dans la majorité des labels internationaux. Enfin, on les retrouve partout, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et tout ça, et qui permettent de voir comment on va se positionner sur différents points, et y compris les points que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, des messages insérés dans les films et tout ça. Et ça permet de dire, enfin, comment dire, de justifier les actions qu'on met en place par rapport à des producteurs, par rapport à des interlocuteurs, par rapport à l'équipe, en disant que c'est pas des choix, c'est pas le choix personnel d'Étienne quand il est coordinateur de coproduction, mais c'est la réflexion de tout un secteur, et que ces critères sont pas là par hasard. Voilà, ça donne une légitimité au plan. Et puis l'autre chose, c'est le label, mais je te laisse en parler. Donc la labellisation en elle-même, si tu veux dire un petit mot. Ça nous emmène surtout à la troisième étape, qui est planifier. Selon ce que vous allez viser, si vous voulez viser la prime RSE+, si vous voulez viser la prime, le bonus Cofi Loisirs, si vous voulez viser, si votre diffuseur vous demande d'obtenir la labellisation EcoProd, encore une fois, ça rejoint l'anticipation, c'est que vous n'allez pas pouvoir commencer à mettre en place les choses le premier jour du tournage. Il faut vraiment que c'est quelque chose qui soit intégré dans la stratégie de production. Et donc, on vous invite vraiment à aller découvrir, comme disait Étienne, découvrir tous les critères, et aussi, autre point très important, d'aller voir quels sont les justificatifs qui vont vous être demandés. Parce que vous alliez demander le label EcoProd ou la prime RSE+, vous allez devoir passer un audit. Donc, une personne va devoir vérifier si les actions que vous avez, que vous dites avoir mis en place, ont bien été mises en place. Et donc, pour tout ça, il faut c'est un gros travail de récolte de justificatifs. Qui, pareil, se fait au fur et à mesure que la production avance. Parce qu'il y a certains justificatifs qui s'appliquent plutôt à la préparation, par exemple, sur est-ce que les locaux de préparation sont bien isolés, est-ce qu'on a un fournisseur d'électricité responsable, etc., etc. Donc, à toutes les phases, pendant le tournage, évidemment, puis après, pendant la post-production. Donc, c'est comme le bilan carbone définitif, ça se gère au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et ça permet de voir, et ça définit aussi une feuille de route qui nous permet de voir si on s'en écarte, si on s'en écarte pas. Donc ça va. Enfin, pour si jamais vous avez des questions, évidemment, vous pouvez intervenir. Hein. Mais pour le label, voilà, il existe depuis combien de temps? 3 ans, 2 ans, ouais, voilà. Donc déjà, c'est un outil qui commence à être qui s'est bien développé. Donc voilà. Donc vous avez désormais anticipé, compris
planifier et maintenant il est temps d'agir. Donc là, on va vraiment rentrer encore plus dans les détails et notamment rentrer dans les plans d'action par département. Ce qui est hyper important pour nous aussi, c'est un des maîtres mots, donc vous l'avez compris, on va le redire, c'est l'anticipation, mais il y a aussi la collaboration. En fait, l'éco-production, même si vous avez un coordinateur ou une coordinatrice d'éco-production, c'est pas cette personne-là qui va être responsable de 100% de l'éco-production d'une production. D'une part, parce que c'est impossible humainement, mais aussi parce que en fait, chaque département a ses connaissances spécifiques et un chef d'éco va beaucoup mieux savoir comment éco-concevoir un décor que n'importe qui d'autre. D'où l'importance de sensibiliser toutes les personnes qui vont travailler tout au long de la production. Et donc pour savoir vraiment quoi mettre en place dans les différents départements, vous avez des guides sur quasiment tous les métiers aujourd'hui qui sont disponibles aussi sur le site d'EcoProd. Donc vous avez un guide de la post-production, vous avez un guide pour les métiers de la déco qui ont déjà été présentés, notamment sur lesquels on travaille Film Paris Région. On a un guide pour le maquillage. Enfin voilà, donc toutes les informations sont disponibles dans différents guides. Donc vous pouvez les envoyer à vos équipes et ça leur fait un peu de lecture avant de se lancer dans le tournage. Ça fait non seulement un peu de lecture, mais pour le coordinateur d'éco-production ou la coordinatrice d'éco-production, ça donne une espèce de base de dialogue au départ, parce que par exemple, quand moi je dois j'appelais, je sais pas, le HMC sur une série, par exemple, on se dit, qu'est-ce que je vais leur dire, à part les housses, machin. Ça permet, les housses pas en plastique, etc., pour limiter le plastique, parce que ça rentre dans la stratégie globale du film qu'on a mis en place, de dire le moins de plastique possible, par exemple. Ces guides, ces fiches par métier, ces fiches pratiques permettent de lister toute une série d'actions possible, et puis on en parle, on dit ça c'est possible à faire, ça c'est pas possible, alors on dit mais si c'est pas possible, est-ce qu'on peut pas essayer de faire autrement? Ça donne une super bonne base de discussion avec tous les départements. Ça c'est vraiment c'est un outil vraiment pratique pour agir. Et puis ça s'ajoute aussi à cet outil, s'ajoute évidemment l'annuaire des professionnels d'EcoProd, par exemple. Il y en a d'autres, c'est pas les annuaires de professionnels qui permettent de se rapprocher de prestataires qui sont déjà sensibilisés à toutes ces thématiques environnementales et durables. Voilà. Pour agir, c'est ça. Et puis, juste un tout petit mot aussi, c'est que quand on construit sa stratégie, là, on est vraiment la production est lancée et tout ça. C'est collaboratif, on en a tous parlé. Donc, il y a deux choses qui sont importantes à mon sens, que je pense, c'est valoriser tout ce qui existe déjà. C'est pas parce que ça existe déjà, parce que la costumière va dire mais moi, j'utilise déjà que des housses en tissu. Et on peut quand même le mettre dans sa stratégie d'éco-production en disant voilà, c'est des actions qui existent déjà et qu'on valorise. Et l'autre chose, c'est que au fur et à mesure que le tournage avance, les actions qu'on a mis en place avec les différents départements, c'est parfaitement collaboratif. Ça n'a aucun sens d'imposer une action, ça ne marche jamais. Donc même quand c'est choisi, des fois ça marche pas. Et quand ça marche pas, il faut absolument le reconnaître et le reconnaître le plus vite possible pour ne pas porter atteinte à l'ensemble de la démarche, parce qu'on dit si ce truc-là marche pas, ça veut dire que le reste. Non, quand ça marche pas, on dit voilà, on a essayé de faire cette action-là et ça n'a pas réussi pour telle ou telle raison. Donc c'est deux choses, c'est ce côté valoriser ce qui existe déjà. Et en plus de tout ce qu'on a dit, valoriser et puis reconnaître quand il y a un truc qui marche pas, le partager et puis essayer de se dire voilà, on peut pas être bon tout le temps, partout, dans tous les domaines. Donc ça, c'est une chose qui me semble importante. Ensuite, mobiliser. Pour mobiliser, comme je disais, l'important c'est aussi de sensibiliser les équipes aux enjeux de l'éco-production. Et donc pour ça, rien de mieux que les formations. On a un catalogue de formations assez large. Ça va de formations certifiantes qui durent 2 à 3 semaines, qui sont vraiment pour des personnes qui ont envie de devenir spécialistes en éco-production, voire coordinateurs ou coordinatrices d'éco-production. Et puis on a des formations plus courtes et plus spécialisées. On va avoir des formations sur comment faire le bilan carbone d'un film. On va avoir des formations pour les scénaristes. On va avoir des formations pour la déco. Et donc l'idée c'est vraiment de se dire à la fois on a besoin d'avoir une compréhension générale des enjeux de l'éco-production et aussi des connaissances beaucoup plus spécifiques là par métier. Une formule aussi qu'on propose, et Étienne l'a faite la semaine dernière pour un tournage de Bonne Pioche, c'est des sessions un peu au début. Maintenant, sur les tournages, quand vous êtes
soumis aux réglementations du CNC, vous avez les formations au VHSS. C'est aussi un moment où on peut inclure des sessions sur l'éco-production pour élargir un peu le scope de la durabilité et de la responsabilité. Et donc, ça peut être aussi une manière de faire, de mobiliser les équipes, c'est de faire une formation en début de tournage, quand il y a le temps, quand il y a du temps de prépa suffisant, évidemment, pour... Et puis c'est aussi, clairement, ça fait partie des critères qui rentrent en ligne de compte pour l'obtention du label et du label et de l'AFNOR-SPEC. Donc c'est aussi, c'est pas par hasard que les gens... Des points en plus. C'est des points en plus. Donc ça fait partie de ça. Et c'est assez intéressant de voir parce qu'il y a des gens, du coup, les profils de personnes qui participent aux formations sont des fois là un peu parce que ça va faire des points pour le label. Donc ils sont pas forcément hyper écologiquement convaincus. Et donc il y a plein d'anecdotes, hein, mais c'est bien, ça permet de parler. De toute manière, il faut parler avec tout le monde et puis voilà, et essayer de dire, de passer son point de vue et de passer, tous les arguments qu'il y a pour faire de l'écoproduction sur un tournage, quoi. Il y en a quand même beaucoup. Et on arrive donc à la dernière étape. Vous avez réussi votre écoproduction, vous avez obtenu les 28 000 € du CNC, les 20 000 € de Cofi Loisirs, vous avez bien financé votre écoproduction. Et maintenant, il est temps d'en parler pour donner envie aux autres de se mettre aussi à l'écoproduction. Donc nous, on communique au sein d'EcoProd beaucoup sur les productions labellisées. Elles sont toutes référencées sur notre site internet. Si vous avez la chance de travailler sur un film qui est présenté au Festival de Cannes, nous avons également le prix EcoProd au Festival de Cannes, qui est donc remis à l'un des films présentés dans l'une des sélections cannoises et qui permet aussi de mettre la lumière sur le fait que on peut être dans le plus grand festival du cinéma au monde, si on peut se permettre, et avoir fait de l'écoproduction. Parce qu'au début, quand on a créé ce prix, c'est ce qu'on nous disait, c'est l'écoproduction, c'est bien pour les petites productions, c'est bien pour, c'est pas pour les grands films d'auteur, alors que en fait, pas du tout. On a de plus en plus de films qui viennent postuler au prix EcoProd au Festival de Cannes. Et moi, je dirais juste dans cette rubrique de valorisation, je vais dire un mot de la compensation, parce qu'elle arrive exactement à la place qu'elle doit avoir, c'est-à-dire à la toute fin. Une fois qu'on a fait tous les efforts pour être le plus vertueux possible, à la toute fin, on peut parler de compensation. Il y a par exemple, alors EcoProd a mis un nouvel outil en place, c'est la forêt de l'écoproduction, c'est ça le mot exact, hein, la forêt de l'écoproduction, qui permet de compenser les émissions qu'on n'a pas réussi à réduire. Donc ça rentre pareil pour le label, par exemple. Si on compense, il y a un critère qui demande est-ce qu'on fait de la compensation, il faut compenser maintenant la moitié de son impact carbone, l'impact carbone total du film. Donc donc si vous avez 100 tonnes d'impact, il faut compenser 50 tonnes et vous validez ce critère pour le label. Alors valider le critère pour le label, ça peut... faut rappeler que par exemple, la prime de Cofi Loisirs, c'est une prime, ça s'appelle Dotation. La dotation, merci. La dotation Cofi Loisirs, vous l'avez si vous avez le label. Donc il y a des fois où vous avez fait le tout au mieux, vous êtes à la limite et tout ça. Donc il y a certains critères en fin de parcours où on est content de pouvoir les avoir. Et la compensation en fait partie. Et donc moi, je pense que si on a tout fait pour faire le mieux possible et qu'à la fin on décide de compenser, moi je défends cette démarche. Je trouve que c'est une bonne démarche. La compensation a mauvaise presse à cause, c'est le syndrome de la Coupe du Monde de foot au Qatar où ils avaient construit des stades en plein désert en plantant des millions d'arbres et en disant on est neutre en carbone. Ça, on est d'accord, c'est du bullshit, c'est pas très intéressant. Mais une fois qu'on a fait tout ce qu'il faut pour être le plus vertueux possible, il y a toujours un impact. Et essayer de réduire cet impact en plantant des arbres, par exemple, avec la forêt EcoProd, ça, je trouve une bonne démarche. Voilà. On nous fait signe qu'on arrive à la fin. Donc un dernier mot pour vous dire que tout ce qu'on vient de vous dire se retrouve sur notre site internet. On a créé une nouvelle rubrique, une page qui s'appelle Par où commencer, où on a relisté toutes ces informations pour vous guider un peu dans quel outil utiliser à quel moment. On est aussi toujours disponible pour répondre à vos questions. Encore une fois, on est devant la porte, à notre stand. Je vous invite aussi à réserver votre 9 décembre, puisqu'il y aura les assises de l'écoproduction qui viennent vraiment faire écho à cette journée. C'est une journée entière où on détricote un petit peu les différents sujets de l'écoproduction, on célèbre nos victoires et puis à la fin il y a un apéro parce que comme Cut on aime bien faire la fête aussi. Donc le 9 décembre à l'Académie du Climat, on ouvre la billetterie pour les membres est déjà ouverte, la billetterie grand public ouvre dans une dizaine de jours, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour être informé de cela. Merci beaucoup.
Je crois qu'on n'a pas le temps pour les questions, mais encore une fois, on est juste devant. Merci. Voilà, merci beaucoup.